Lundi 12 août 2013, le lendemain du second tour de l'élection présidentielle, Soumaïla Cissé, accompagné de sa famille et avant même la fin du dépouillement des scrutins, rend visite à Ibrahim Boubacar Keïta pour le féliciter de sa victoire et lui souhaiter bonne chance. Quelle visite? J'ai reçu la visite de mon jeune frère, de mon cadet, Soumaïla Cissé, de ma belle-sœur, ma soeur et ma petite femme également aussi, Assa, de mes enfants, des jumeaux de Soumaïla, en compagnie de mon épouse Ami et de mes enfants Karim et Bouba. Cela, je crois, est le symbole d'un Mali nouveau, d'un Mali sur son destin désormais, dans la ligne de ce que nos dévancés ont souhaité, ont voulu. J'ai dit hier que dans cette affaire-là, c'est le Mali qui gagne. Et c'est le Mali seul qui est victorieux ce soir. L'image est là. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ce bonheur. Et je remercie également mon cadet, Soumaïla. Je suis plein d'émotions pour cette visite rendue à moi et ma famille en toute fraternité. Cela est seul digne du Mali. Le Mali n'est grand que quand il y a de grands événements, quand des actes gigantesques sont posés. Voilà. Les résultats officiels sont proclamés le 15 août 2013. Ibeka est élu président avec 77,6% des voix. Je jure devant Dieu et le peuple malien. Le 4 septembre 2013, Ibrahim Boubacar Keïta prête serment devant la Cour constitutionnelle et devient le 6e chef d'État du Mali. Le président de la République que je suis désormais, grâce à cette confiance massive des Maliennes et des Maliens, fera de ce socle le départ du renouveau de notre pays dans tous les domaines. Je veillerai désormais à sauvegarder notre peuple en ses personnes et ses biens. La vie du Malien vaudra désormais son prix inestimable. Aussi voudrais-je ici solennellement engager tous ceux qui ont mission et vocation à protéger et sauvegarder notre peuple à s'acquitter consciencieusement, très consciencieusement de leur mission. Je m'attellerai sans relâche à restaurer l'autorité de l'État. En tant que président de la République, je veillerai à la bonne gestion des deniers publics. Je mettrai en place des mécanismes appropriés pour assurer la transparence et l'efficacité de la dépense publique. Nul ne pourra s'enrichir de manière illicite sur le dos du peuple malien. Son premier discours en tant que président reprend les thèmes de sa campagne et persuade le peuple qu'il sortira le Mali de l'ornière. Le peuple malien, dans sa grande majorité, renoue avec l'espérance et se met à croire en des jours meilleurs. À ce moment-là, Ibeka possède toutes les cartes en main pour faire face aux défis qui lui sont proposés. 1. Une campagne électorale avec pour thème l'honneur du Mali et le bonheur de ses concitoyens. Il est parti à la conquête des Maliens qu'il a réussi à rassembler. 2. Une élection présidentielle remportée largement avec un taux de participation élevé et 3/4 des suffrages exprimés. 3. En mai 2013, la Conférence internationale des donateurs pour le développement du Mali a vu les partenaires s'engager à hauteur de 2100 milliards de francs CFA, de quoi voir venir et remettre le pays sur les rails. 4. Après les accords préliminaires de Ouagadougou de juin 2013, le Mali est en position favorable pour discuter avec les insurgés. L'intégrité territoriale et le retour à la paix sont à portée de main à condition de commencer les négociations dans un délai de 60 jours. 6 septembre 2013. Le président nomme un premier ministre.
le technocrate Oumar Tatamli, qui forme le premier gouvernement de l'ère Ibeka, un gouvernement pléthorique de 34 membres, dont seulement 4 femmes. Tatamli et son équipe ont la tâche d'organiser les élections législatives sur toute l'étendue du territoire entre novembre et décembre 2013. Le gouvernement a procédé à la libération de plusieurs personnes détenues. À ce jour, 32 personnes ont été libérées. Dans ce cadre, d'autres dossiers sont en cours de traitement, notamment celui des députés qui sont sous le coup de mandat d'arrêt international. Il s'agit de Ahmada Agbibi, Al-Gabas Ag Intalla, Deiti Ag Sidimou, Mohamed Ibrahim Ag Assalé et Mohamed Ag Intalla. Un sondage réalisé 2 mois après la prise de fonction d'Ibeka révèle qu'au moins 71% de la population désapprouve les décisions de libération et de levée de mandats d'arrêt contre les rebelles. La levée des mandats d'arrêt permettra à 2 rebelles, désormais élargis, de se présenter aux élections législatives et de les remporter dès le premier tour sous les couleurs du RPM, le parti présidentiel. Ahmada Agbibi à Abeibara et Mohamed Ag Intalla à Tinesako deviennent députés de la République. Les élections législatives sont largement remportées par le parti présidentiel et ses alliés. Seuls plus d'une vingtaine de sièges sur 147 sont gagnés par les partis de l'opposition. Ces élections législatives auront également permis de hisser au sommet de l'État des proches du président Ibeka, notamment son fils Karim Keïta et le beau-père de celui-ci, Issaka Sidibé, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Les Maliens se rendent alors compte qu'il place des proches et des membres de sa famille à des postes importants. Dans la rue, dans les journaux et sur les réseaux sociaux, le célèbre slogan de campagne du candidat Ibeka, « Le Mali d'abord », est tourné en dérision et devient « Ma famille d'abord ». En novembre 2013, un marché public de près de 70 milliards de francs CFA est attribué sans mise en concurrence par le ministre de la Défense à la société Guostar SARL. Pire, le ministère des Finances garantit ce marché à hauteur de 100 milliards de francs CFA, du jamais vu en matière de passation de marché public. Quelques mois plus tard, un journal de la place publiera une liste de 31 marchés qualifiés de douteux qui auraient été attribués à des proches du président Ibeka. Pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Vigilance républicaine et démocratique VRD, avec à sa tête l'honorable Modine Ndiaye, se constitue en une force d'opposition parlementaire. En mars 2014, éclate une autre affaire au sommet de l'État, l'affaire Tomi. Les journaux français Le Monde, Libération et Le Canard enchaîné révèlent les liens d'Ibeka avec l'homme d'affaires corse Michel Tomi. Tomi aurait nourri, logé, habillé, transporté, soigné et protégé Ibeka. La justice française mène son enquête. Devant nos compatriotes à Yamoussoukro, Ibeka affirme qu'il ne connaît pas Tomi. Wallahi nte tchedon. Quelques jours plus tard, Ibeka admet dans l'article intitulé « Ibeka l'interview vérité » paru dans Jeune Afrique, « Tomi est mon frère ». Le ministre porte-parole du gouvernement Mahaman Babi affirme sur l'ORTM que le gouvernement va porter plainte contre le journal Le Monde. Quelques semaines plus tard, le gouvernement renoncera à porter plainte contre le journal Le Monde. Peu de temps après, Michel Tomi sera mis en examen par la justice française. Le 5 avril 2014, le Premier ministre Oumar Tatamli jette l'éponge et présente la démission de son gouvernement. En 7 mois, il n'aura jamais présenté de déclaration de politique générale. Dans sa lettre de démission adressée au président de la République, Tatamli lui fait part des dysfonctionnements et des insuffisances relevées, ne le mettant pas en position de remplir sa mission. Moussa Mara, dans la foulée, est nommé Premier ministre. Je veux croire que, cette fois, mon choix sera le bon, Ibeka dans Jeune Afrique. Dans le même temps, une nouvelle affaire éclate et surprend les Maliens, l'achat d'un second avion présidentiel. Ibeka décide de s'offrir un Boeing 737 de luxe. La controverse concernant le véritable coût de ce nouveau Boeing fait encore polémique. L'achat de cet avion
fait grincer les dents du Fonds monétaire international. Le 2 mai 2014, Moussa Mara présente sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. À cette occasion, l'opposition conteste la pertinence de l'achat du nouvel avion présidentiel au moment où le pays doit faire face à des problèmes économiques majeurs, à une flambée des prix, à d'incessantes coupures de courant et d'eau et que son armée est au plus bas. Est-ce que 17 millions, est-ce que sur les 17 milliards, ils ne pouvaient pas vraiment payer de l'armement pour nos soldats? Est-ce qu'aujourd'hui, avec la rupture momentanée de l'électricité, avec la famine, la misère des populations, on ne pouvait pas gérer dans ce domaine? Nous n'avons aucun élément. Nous n'avons aucun élément qui justifie que le Mali est propriétaire de ce Boeing 727. Le président et son premier ministre justifient l'acquisition du second Boeing par la défectuosité et par l'absence de documents attestant la propriété de l'État malien sur le premier. Les preuves attestant le contraire seront établies. La déclaration de politique générale du Premier ministre verra l'opposition parlementaire refuser d'accorder sa confiance au nouveau gouvernement. Quand nous vous regardons, quand nous vous écoutons attentivement, quand nous donnons de la vertu à votre jeunesse, nous avons envie de vous faire confiance. Quand nous regardons en face de nous votre majorité présidentielle, qui n'a daigné vous applaudir une seule fois pendant les 2h26 de lecture de votre déclaration, quand nous constatons le déséquilibre de cette majorité en votre défaveur, quand nous doutons que vous êtes le chef d'un gouvernement dans lequel vous n'avez aucun représentant, vu les limites objectives de votre déclaration déjà exposée, le groupe Vigilance républicaine et démocratique ne peut pas vous accorder sa confiance. Le 17 mai 2014, le Premier ministre Moussa Mara se rend à Kidal en dépit des mises en garde du ministre de la Défense et de l'Amunissement chargé de préparer sa visite. C'est escorté par les militaires maliens que le convoi ministériel se dirige alors vers le gouvernorat de Kidal. Il entre vers 16 h dans le gouvernorat. Sous pression, la délégation ministérielle est finalement évacuée du gouvernorat. Anya famé kuma la 600. Abseka ke awba même marfa ci kambe en kofe. Mais au man ansiran, au man wuli ka banjaka. O marfa ci kan nunu. O te dore ma munu nyeba la ko bina taku bolodan. Oluka marfa ci kan do. Adu metaku bolodan goy. Profitant du vide laissé par les forces armées du Mali, contraintes de protéger la délégation ministérielle, les groupes armés investissent alors le gouvernorat de Kidal et prennent en otage le personnel et les agents sur place. Ils y abattent froidement plusieurs fonctionnaires, dont des sous-préfets et des préfets. À son retour sur Bamako, à la télévision nationale, le Premier ministre Moussa Mara persiste à tenir des propos guerriers. La réponse sera à la hauteur de l'agression. Elle sera raisonnée, elle sera planifiée, elle sera sereine. L'objectif étant que le Mali recouvre la souveraineté sur l'ensemble de son territoire. C'est ce que je l'ai dit aujourd'hui, hier, et c'est ce que je continuerai à dire et à faire. Inch'Allah, ça ira. Le 19 mai 2014, le président Ibeka s'adresse à la nation. Il déclare « Je vous fais le serment que ces crimes odieux ne resteront pas impunis ». Le 21 mai 2014, les forces armées maliennes renforcées par 1500 éléments mènent une offensive contre les groupes armés et reprennent provisoirement le gouvernorat de Kidal. Après quelques heures de combat et de lourdes pertes dans les rangs des forces de sécurité, les rebelles reprennent le gouvernorat.
Le président Ibeka appelle dans la soirée à un cessez-le-feu immédiat qui ne sera pas respecté. Les militaires maliens défaits se réfugient dans le camp de la MINUSMA. Le 23 mai 2014, les militaires maliens ne devront leur salut qu'à l'intervention du chef d'État mauritanien, le président Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine. Hein? Ça, c'est les policiers maliens. Hein? Ça va? Non, Dieu. À son retour de Kidal, où il a rencontré les représentants des groupes armés, le président mauritanien apparaît au journal télévisé et déclare avoir obtenu un cessez-le-feu entre le gouvernement malien et les groupes armés. Bilan de l'offensive au niveau des FAMA, 50 morts, 48 blessés et 50 prisonniers. Ceux qui veulent la paix négocieront sans armes avec le gouvernement du Mali. Aucun rebelle ne saurait se hisser à ma hauteur pour discuter d'égal à égal. Cela n'est admis nulle part et cela ne sera pas admis par le gouvernement du Mali, par le président du Mali que je suis. Je répète ici solennellement qu'Ibrahim Boubacar Keïta n'est pas contre la négociation avec les groupes en rébellion. Les groupes armés dans la foulée s'emparent d'autres localités. Le Mali, en position défavorable, est désormais contraint de négocier. Le 5 juin 2014, le président Ibeka, 9 mois après sa prise de fonction, convoque la classe politique afin de l'informer sur la situation réelle qui prévaut dans le nord du Mali. C'est un simple SMS envoyé par la primature qui convoque les leaders de l'opposition à Koulouba. Le 13 juin 2014, motivé par les dysfonctionnements et les insuffisances constatées au sommet de l'État, le groupe d'opposition parlementaire VRD dépose une motion de censure, comme la Constitution lui en donne le pouvoir. Je ne démissionnerai pas. Vous refusez d'assumer la responsabilité de vos propres errements. Qui le fera à votre place? Chers collègues députés, pensez au moment du vote à ces épouses qui sont présentement en veuvage, dont certaines ne pourront plus jamais reconstruire une vie normale. Ces veuves ont l'âge de nos filles, elles sont nos filles. Pensez à ces enfants, ces orphelins, qui ne vont plus courir à la rencontre de leur père. Plusieurs parmi eux ne parviendront pas à surmonter le handicap que leur inflige à jamais la perte prématurée de leur papa. Ils ont l'âge de nos enfants et de nos petits-enfants. Ils sont nos enfants et nos petits-enfants. Pensez à ces mères qui sont rongées par le désespoir, dont certaines parmi elles ont perdu leur enfant unique. Pensez à nos morts, ces débués serviteurs de l'État, civils et militaires, lâchement assassinés ou tombés sur le champ de l'honneur. Devant ces souffrances, ces vies brisées ou mutilées à jamais, que vaut l'orgueil d'un homme qu'il soit? Devant de tels drames, que vaut une carrière politique? Rien, absolument rien. La situation avec les partenaires financiers est aussi évoquée. Aujourd'hui, des discussions continuent avec le fonds. Le fonds qui nous a interrogés sur un certain nombre d'éléments en rapport avec l'aéronef, en rapport avec certaines acquisitions. Et des informations sont en train de lui être données. À l'heure où je parle, le ministre de l'économie et des finances est à Washington. Et selon les dernières informations dont nous disposons, de bonnes nouvelles sont attendues. Contredisant les propos du Premier ministre Moussa Mara, le FMI a suspendu son aide. Dans la foulée, la Banque mondiale, l'Union européenne et d'autres partenaires emboîtent le pas au FMI. En cause, la mauvaise gouvernance,
l'affaire de l'avion présidentiel et les conditions de passation de certains marchés publics. Des audits sont demandés par les partenaires financiers du Mali. Le sort du pays dépendra grandement des résultats de ces enquêtes. Nous prenons aujourd'hui et ici notre peuple à témoin, afin qu'un jour, l'on ne dise pas que toute la classe politique était complice active ou passive de vos fautes et de vos errements. La motion de censure sera finalement rejetée. Malgré tout, l'opposition, dans son rôle, continue de dénoncer les errements du gouvernement et de lui proposer des solutions. En juin 2014, les sessions du DEF et du baccalauréat connaissent des irrégularités. Les épreuves accusent un retard tel que jusqu'à 21 h encore, des candidats étaient en train de composer à la lumière des bougies. Lors de la motion de censure, un député de l'opposition interpelle le Premier ministre Moussa Mara à propos de fuites de sujets pour les épreuves du baccalauréat. Il y a eu des fuites au DF, cela est incontestable et nous sommes en train d'investiguer sur les causes de ces fuites et pour prendre des sanctions appropriées. Sachez déjà que certaines sanctions de suspension ont été prises. Mais il n'y a pas eu de fuite au bac, qu'on se comprenne bien. Lors d'une session à huis clos, la ministre de l'Éducation sera interpellée par le groupe parlementaire VRD sur ces thèmes. En août 2014, s'ouvre un front social. L'Union nationale des travailleurs du Mali, l'UNTM, dépose un préavis de grève de 48 heures. La baisse du pouvoir d'achat est en cause. Les négociations avec le gouvernement n'aboutissant pas, les travailleurs observent une grève générale de 48 heures. Tous les secteurs sont concernés, du public au privé. Suite aux sanctions du FMI, les commerçants s'opposent à une augmentation soudaine de 30% des droits de douane. Des milliers de camions sont bloqués au cordon douanier. Suite aux défaillances des services publics, les populations de la commune 2 montent au créneau en déversant leurs ordures ménagères sur les voies principales. Le mouvement se propage aux autres communes du district de Bamako. Fin août, le groupe parlementaire VRD s'oppose au collectif budgétaire 2014 proposé par le ministre de l'économie et des finances. Vous savez, quand vous faites la loi initiale, on l'amène à l'Assemblée, on discute avec les députés, on s'accorde sur ce qu'on va percevoir comme droits et taxes et autres appuis des partenaires et ensuite comment on utilise ces ressources-là. Donc après cet exercice initial, pendant l'exécution du budget, comme vous savez, il y a des dépenses qui peuvent subvenir, telles que le contrat d'armement dont on a parlé. Pour le moment, ça ne pèse pas pour le budget, mais l'acquisition de l'avion, par exemple, c'est des éléments qu'il fallait mettre dans le budget et venir prendre l'aval des députés là-dessus. Nous avons estimé que le budget présenté au collectif par le gouvernement était un budget très expansionniste et qui ne cadrait pas par rapport au contexte actuel qui a motivé donc la modification même du budget initial. Parce qu'à titre de rappel, le contexte actuel est marqué par une crise économique qui a amené le gouvernement, c'est vrai, à diminuer les recettes fiscales au niveau des impôts et les recettes non fiscales au niveau des domaines. Mais curieusement, malgré la crise économique, le gouvernement a procédé à l'augmentation des recettes douanières. Donc nous avons estimé qu'au niveau des recettes, que le gouvernement n'a pas été prudent. Et au niveau des recettes concernant le financement extérieur et les aides budgétaires, les appuis budgétaires sectoriels et généraux, nous avons estimé également que la conjoncture est telle aujourd'hui qu'il est difficile de procéder au doublement des crédits liés à ces financements pour les faire exécuter au cours du dernier trimestre. Nous avons pensé également que le gouvernement n'a pas été très prudent. Au niveau des dépenses, nous avons estimé que certaines dépenses n'ont pas été prises en compte, notamment les dépenses relatives à l'équipement de l'armée. Et nous avons estimé également que, contrairement à toute logique, le gouvernement a procédé à
l'augmentation de certains crédits, ce qui a entraîné le triplement du déficit budgétaire. Non, les hommes et les femmes de l'opposition ne sont ni des apatrides, ni des comploteurs. Nous aimons notre cher pays, le Mali. Cet amour de notre Maliba est aussi authentique, aussi profond et puissant que celui que vous revendiquez. L'amour de notre Maliba est aussi sincère, aussi partagé et manifesté que celui que vous déclamez. N'en doutez pas. N'en doutez jamais, ce serait nous insulter. Chaque Malien, d'où qu'il soit et qui qu'il soit, chérit et défend sa patrie avec la même énergie lorsqu'elle est menacée, avec la même conviction de son unité et la même vision de sa souveraineté lorsqu'elle forge son destin. Nous sommes des patriotes fidèles aux valeurs de la République, loyaux envers ses institutions. N'en doutez pas. N'en doutez jamais, ce serait nous offenser. Gouvernance, sécurité, justice, éducation, pauvreté, développement. Un an après, les Maliens se posent plus de questions qu'ils n'ont de réponses. Où est le bonheur des Maliens? Que devient l'honneur du Mali? Où va le Mali?